Myriam Benrad, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Bon dimanche à vous, vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient. Notamment, on est ensemble avec vous pour faire le point sur la situation à Gaza, puisqu'on a changé de phase. La première phase du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est terminée. Les Américains, les États-Unis ont proposé un plan de trêve au Hamas et à Israël pour la deuxième phase. Ce plan de trêve a été accepté par Israël, mais pas par le Hamas. Quelle est la différence entre ce que les Américains venaient de proposer et ce qui avait déjà été décidé il y a quelques semaines? Alors initialement, le plan qui consistait à obtenir un cessez-le-feu et puis progressivement à mettre fin à la guerre, parce que c'était tout de même l'objectif du plan initial, consistait en 3 phases et on était supposé rentrer dans la deuxième. La C'est ça. deuxième étant la poursuite de la libération des otages et la troisième allant plus du côté de la reconstruction, donc vraiment la paix, une paix un peu plus durable. Et chacune de ces phases était fixée à 42 jours. Or, on a un désaccord aujourd'hui entre Israël et le Hamas, puisque le Hamas voulait tenir finalement ce calendrier, tandis qu'Israël a exprimé le souhait de poursuivre, d'étendre la première phase et sans doute pour des raisons militaires, puisque le Hamas n'a pas disparu et que, comme vous le savez, il y a quand même une ambivalence dans ce plan, parce que l'idée est tout de même d'obtenir à la fin une transition et une reconstruction sans le Hamas. Évidemment, cette demande d'extension a été rejetée, donc on est aujourd'hui de nouveau dans une forme d'impasse, avec un plan américain qui n'est pas accepté par la partie palestinienne. Donc il y a toujours aujourd'hui, il faut le rappeler, une vingtaine d'otages vivants, des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a un risque que les combats reprennent ? Bon, alors je crois qu'il faut être clair, les combats n'ont jamais cessé. On a toujours des opérations militaires en cours. Le Hamas oppose toujours une résistance dans la bande de Gaza, parce que, comme je viens de vous le dire, finalement, la grande ambiguïté de cette trêve, c'est qu'on a d'un côté cette volonté israélienne qui est inflexible de mettre fin à la domination du Hamas dans ce territoire pour obtenir une forme de transition. Et du côté, on a un Hamas qui finalement s'accroche au plan initial parce qu'il compte bien être un acteur de cette transition, comme je l'ai dit, de reconstruction. Donc, on peut espérer, dans le meilleur des cas, qu'il y ait à minima un accord pour poursuivre la libération des otages, parce qu'en effet, un certain nombre restent prisonniers de la bande de Gaza, pour obtenir du côté palestinien un soulagement face à des opérations militaires qui ont été très lourdes. Mais on voit quand même qu'on est encore sur des logiques de négociation et de trêve extrêmement fragiles et qui ne présagent en rien, encore une fois, comme je l'ai dit, d'une paix à plus long terme. Oui, alors vous dites effectivement que les combats n'ont jamais vraiment cessé. Ce qui est vrai, malgré tout, ils ont quand même très très nettement baissé d'intensité depuis le début de la première phase du cessez-le-feu, il faut le reconnaître. Oui, bien sûr, parce que l'idée, si vous voulez, c'était justement d'obtenir les conditions politiquement d'une négociation qui était rendue impossible parce qu'on n'avait aucun otage libéré à l'époque avant donc on a eu une première vague, souvenez-vous, à l'automne 2023, puis après un long moment sans aucune libération d'otages et une dégradation de la situation sur le terrain, des opérations militaires qui ont été extrêmement lourdes. Ce contexte d'hypermilitarisation ne permettait pas d'obtenir une négociation satisfaisante. Et le 19 janvier, il est vrai tout de même que les Américains, les Égyptiens, et puis dans une certaine mesure le Qatar ont obtenu un semblant d'accord qu'il fallait tout de même essayer de sauver par tous les moyens pour éviter une nouvelle surenchère. Donc il est vrai, je suis d'accord avec vous, mais dans le même temps, rien n'exclut une nouvelle escalade si, encore une fois, on reste sur ces positions extrêmement dogmatiques de part et d'autre. Alors qu'est-ce qui a changé, notamment pour Israël, depuis que l'accord avait été décidé, signé au début il y a plusieurs mois? Est-ce que c'est la mise en scène du Hamas, mise en scène franchement répugnante dans la prétendue libération des otages lorsqu'ils étaient morts, qui a montré aux Israéliens qu'il restait encore beaucoup de soldats du Hamas dans la bande de Gaza et qu'ils pouvaient aller et venir librement? Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a cette mise en scène, cette théâtralisation des otages et puis du Hamas lui-même, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, le Hamas joue sa survie à la fois militaire et politique, donc il a intérêt à en rajouter. De démonstration de force. Dans le même temps, il faut quand même être clair, on a eu de nombreux dirigeants militaires politiques qui ont été éliminés.
une organisation qui est très affaiblie, une organisation dont je ne suis pas certaine que la population civile gazaoui veuille pour le futur, compte tenu du prix qui a été payé par cette même population après le 7 octobre. Dans le même temps, le Hamas, certes, n'a pas disparu. Et du côté d'Israël, bon, on peut dire plusieurs choses. Il y a eu une forme de soulagement tout de même par rapport Mmh. à la libération d'un certain nombre d'otages, parce que c'était vraiment le point de fixation depuis les tueries du 7 octobre. Dans le même temps, une grande fatigue par rapport à cette guerre qui s'éternise, une population qui est de plus en plus divisée quant à la poursuite de la guerre, mais aussi sur le plan politique. Donc les logiques ont quand même changé du côté israélien, avec des voix qui s'élèvent tout de même maintenant pour demander eh bien, à défaut d'une paix, un semblant de coexistence ou une solution quelle qu'elle soit et qui ne vient pas, qui n'est pas formulée très clairement du côté du cabinet de Netanyahou. C'est bien pour ça que ce cabinet est aujourd'hui quand même de plus en plus critiqué en Israël. Sauf que, et ce sera ma dernière question, Myriam Benrahad, est-ce que c'est concrètement possible aujourd'hui d'imaginer une solution sans guerre, sans le Hamas? Non, ce sera très difficile. C'est bien pour cela d'ailleurs que, dans le fond, on parlait, enfin Donald Trump a fait ses déclarations incendiaires de Mmh, transformer Gaza en Côte d'Azur mmh. et autres, mais en réalité, on s'oriente vers une occupation durable de la bande de Gaza. Je ne vois pas qui va prendre le relais après des opérations militaires qui vont sans doute se transformer d'une guerre en opération de contre-insurrection, parce que c'est vrai, le Hamas n'a pas disparu. Un certain nombre de partisans vont vouloir, d'une manière ou d'une autre, opposer une résistance. Donc, on est sur une logique de guerre longue, mais qui va tout de même, je pense, muter et qui va, encore une fois, poser de vraies questions maintenant du côté israélien quant à l'avenir, au-delà des solutions, je dirais, un peu fantasques, Oui. voire honteuses, assez scandaleuses, qui sont proposées par Donald Trump. Mais enfin, personne n'est dupe. On sait qu'il va falloir gérer une situation très complexe et que ça ne présage pas de jours particulièrement simples et heureux à Gaza. Et on continuera à décrypter cette guerre avec vous. En tout cas, merci beaucoup Myriam Benrahad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient.